Dans un premier temps, bon, je vous ai mis un peu un ordre de grandeur de distance auquel on va être sur ces trajectoires qui sont un petit peu triangulaires, un peu particulières, donc pour minimiser un petit peu les corrections ou permettre des observations un peu plus régulières. Donc en gros, on sera à 10 000 km du noyau de la comète vers la mi-juillet. C'est à peu près la période dans laquelle on commencera à avoir des images résolues du noyau de la comète. Et l'objectif, c'est que donc, à partir du mois d'août, là, on sera à moins de 100 km, on commence à cartographier le noyau de la comète pour décider un peu du site d'atterrissage. Et donc, on devrait être en orbite à une distance de l'ordre de 30 km du noyau autour du 9 septembre. On va rester en fait en orbite proche, en gros jusqu'au mois de novembre, qui est le moment où on va larguer l'atterrisseur. Alors là, je vais vous montrer une petite animation, donc si ça veut bien passer. Donc du largage de cet atterrisseur, donc c'est un module qui fait une centaine de kilogrammes, donc est équipé de pratiquement d'autant d'expérience que l'orbiteur. Chaque expérience visant à faire à peu près la même science que les expériences sur l'orbiteur, d'ailleurs à prendre des images, à prélever des échantillons et à mesurer la composition de ces échantillons. Donc ça va se mettre en route. Et donc pour l'instant, l'atterrissage nominal, c'est le 11 novembre 2014 vers 19h. Donc, si tout se passe bien. Alors, comme je disais, en fait, en mois de septembre, octobre, novembre, on va être en orbite assez proche du noyau de la comète pour le cartographier et choisir le site d'atterrissage. Et après ça, comme la comète devrait commencer à être active, il va falloir en fait pas rester trop près parce que vous pouvez imaginer qu'une sonde qui a des panneaux solaires qui font 32 mètres de long et donc 64 mètres carrés de superficie, quand vous les exposez à, entre guillemets, je dirais, un vent qui s'échappe de la comète à environ 1000 km/h, vous avez vu les tempêtes qu'on a eues cet hiver, c'est pas facile de résister au vent. Alors évidemment, la densité du gaz est beaucoup moindre, beaucoup plus faible au niveau de la comète, mais c'est ça qui va poser quelques difficultés de navigation, c'est que il faudra éviter de trop s'exposer pour que quand la comète sera active, le risque étant de se retrouver expulsé par la comète dont l'activité va compenser la gravité. Donc ensuite, à partir d'une certaine date, on va plutôt accompagner la comète à une distance, je dirais, raisonnable, entre guillemets, qui peut être de l'ordre de 100 à 150 km. Ah, ça va se mettre en route. Pour de temps en temps la survoler à 5 km pour faire des mesures plus précises, quoi. Alors, là, c'est une petite simulation qui vous montre donc ce qui devrait se passer autour du 11 novembre. Voilà, donc le module qui est largué, donc on est à peu près à 3 km au-dessus de la surface du noyau de la comète. Donc avec les pieds qui se déploient, au bout de chaque pied, il y a des senseurs qui vont pouvoir mesurer les propriétés de la surface du noyau de la comète. Et donc lui, il est en fait en chute libre, mais bon, la gravité est très faible. Ceci dit, étant donné l'incertitude sur la forme du noyau et la rotation, on peut aussi, on n'a pas une valeur très précise de l'endroit où il va se poser, quoi. Voilà, je ne sais pas si on peut en passer une deuxième fois. Voilà, donc alors le module devra fonctionner pendant quelques heures à la surface. Il va fonctionner dans un premier temps sur ses propres batteries, enfin si on veut une pile, si on veut qu'elle est chargée. Et ensuite, comme il est couvert de panneaux solaires, il va pouvoir réalimenter ses batteries et continuer à fonctionner. Alors on ne sait pas si on a de la chance, ça va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais bon, déjà, si on arrive à se poser sur une comète, ça sera une bonne chose. Certains de mes collègues comparaient un petit peu les challenges de Rosetta par rapport à toutes les autres missions qu'on a fait jusqu'à présent. Quand on était allé sur la Lune, on est allé dans un premier temps, on a envoyé des sondes spatiales qui ont tourné autour, ensuite qui sont posées, ensuite on a envoyé une mission habitée autour de la Lune, et ensuite on s'est posé. Pareil pour Mars, on s'est d'abord mis en orbite avant de s'y poser. Et bien dans le cas de la mission Rosetta, l'Europe est plus ambitieuse parce qu'on va à la fois se mettre en orbite et se poser lors de la même mission. Donc voilà tout le challenge de la mission Rosetta, et qu'on espère culminer vers le 11 novembre avec l'atterrissage avec succès sur le noyau de la comète. Voilà, donc j'en ai quasiment terminé. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai mis quelques références pour si ça veut passer.
pour aller voir. Donc les animations peuvent être retrouvées sur le site de l'Agence spatiale européenne, donc de la mission Rosetta. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Bravo Nicolas, on sait tout sur les comètes maintenant. Donc, je suppose que vous avez quelques questions. Moi j'ai juste un commentaire, tu as dit que tu étais surpris par la température à la surface des comètes, vers les 350 K. Mais c'est normal si c'est exposé au soleil, non? Alors oui, j'entendais dire quelqu'un si c'est noir. Faut savoir d'ailleurs que sur Terre, il fait pas, on est plus près du soleil que les comètes et il fait pas aussi chaud que ça. On était surpris parce que on s'attendait au départ, on avait le modèle de Whipple qui date éventuellement des années 50, de boules de neige sales. Donc, et puis quand on voit le comportement des comètes qui se cassent toutes seules et puis avec beaucoup de vapeur d'eau qui s'en échappe, on peut imaginer effectivement c'est fragile comme une boule de neige composée un peu de neige sale puisqu'il y a la poussière aussi comme les comètes et comme les boules de neige quoi. Et pourtant on voit quelque chose qui est noir au lieu d'être blanc comme la neige. Et en plus qui est beaucoup plus chaud que ce qu'on peut attendre s'il y a de la glace. Et pourtant on sait que c'est essentiellement composé de glace. Donc c'est ça qui est un peu surpris, c'est-à-dire que on a découvert que finalement toutes les comètes sont essentiellement composées d'une couche, je dirais, de matériaux qu'on va appeler réfractaires, c'est-à-dire des matériaux qui ne passent pas à l'état de vapeur à des températures basses, quoi. Donc probablement l'équivalent d'un mélange de sable, de suie si on veut, pour imaginer un peu ça, quoi. Qui est très sombre, qui doit résulter en réalité de l'activité passée de la comète, parce que la plupart des comètes qu'on a vues sont déjà passées près du Soleil, ou alors de l'irradiation par le rayonnement cosmique au cours des 4,5 derniers milliards d'années, mais qui probablement en fait n'est qu'une couche que très fine. La mission Deep Impact a montré que la glace n'était pas loin de la surface, donc probablement on a cette couche, comme elle est très sombre, elle va chauffer et c'est pour ça qu'on a une température très élevée, même à une distance de 1,5 unité astronomique du Soleil. Mais c'est aussi une couche probablement assez isolante, puisqu'on s'aperçoit que en fait, la conductivité thermique est très faible. Je vais vous montrer une image du noyau de Tempelin. On voyait des zones très chaudes, très chaudes, mettons à 340 Kelvin et d'autres plus froides à 260. Et c'est quasiment proportionnel à l'éclairement. Ça veut dire que la chaleur s'évacue presque aussi rapidement qu'elle arrive, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet de retard comme sur Terre, vous savez qu'il fait quand même plus chaud le soir à 8h que le matin à 8h parce qu'il y a un temps de réaction. Sur les comètes, il n'y a pas de ce temps de réaction, ce qui veut dire que la chaleur pénètre très peu profond aussi. Donc on a une couche probablement chaude à la surface, mais qui est très peu épaisse, et on a de la glace probablement à 150 Kelvin, voire à 100 Kelvin, à quelques centimètres de profondeur en dessous, quoi. On dit que la surface de la comète, c'est plus noir que le noir d'un tonneur de photocopieuse. C'est vrai à peu près ça? Ça réfléchit en moyenne 3 à 4% de la lumière du Soleil. Alors on dit que c'est à peu près noir comme du charbon. La Lune, par exemple, c'est 7%. Donc la Lune, quand vous la voyez en ciel, vous le verrez ce soir en sortant, elle vous paraît très brillante, mais c'est un peu plus. La Lune est Oui, la Lune est un peu plus brillante que les comètes. Les mers lunaires, je crois les mers lunaires ont peut-être à 7% et à 11% pour ce qui est à côté. Donc on a du mal à se rendre compte, mais effectivement, si vous pouviez aller sur la Lune, ou même les astronautes qui y sont allés avec leur tenue blanche, ils contrastent énormément, quoi. Mais bon, dans l'univers, il y a beaucoup de choses qui sont dans le système solaire, beaucoup de choses qui sont très sombres. Les satellites des planètes géantes, pour la plupart, ne réfléchissent pas plus de 5 à 10% de la lumière aussi. Ok, des questions? Oui? Faites passer le micro derrière et parlez bien dans le micro. Bonjour monsieur. Plus près. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais. Parlez bien près du micro, c'est bon. La première concerne plus près. Rosetta. Il faut parler tout près du micro. Oui, allez-y. Est-ce que l'orbite finale a été préprogrammée? Alors justement, l'inconvénient de la mission Rosetta par rapport à toutes les autres missions, c'est qu'on va autour d'un objet qu'on ne connaît pas bien et notamment qu'on ne connaît pas le niveau d'activité. Donc au niveau de l'ESA, il y a deux scénarios. Il y a ce qu'on appelle le scénario d'activité élevée et d'activité basse. C'est-à-dire qu'on a dit,
en fonction des observations qu'on a pu faire des précédents passages près du Soleil de la comète Churyumov-Gerasimenko, on a dit, bon, bah, au minimum, elle émet tant de kilogrammes de vapeur d'eau par seconde à cette distance-là du Soleil, et au maximum tant. Et en fonction, disons, de ce niveau d'activité, on a programmé que, bon, on aura des orbites à 30 km du noyau de la comète ou à 10 km. Et après ça, donc en fait, il faut programmer à l'avance parce qu'actuellement, quand on teste les expériences, il faut 1 heure pour l'aller-retour des signaux. Ça sera même peut-être plus long dans quelques mois, autour du mois de janvier, parce qu'elle sera de l'autre côté du Soleil. Donc en réalité, on planifie longtemps à l'avance ça. Donc il y a ce qu'il appelle le planning à long terme, le moyen terme. Le planning à long terme, on est déjà en train de programmer les opérations au mois de mai de l'année prochaine. Le moyen terme, on est en train de programmer ce qui va se passer au mois d'octobre. Mais le long terme, c'est déjà pour programmer les orbites. C'est-à-dire qu'on a déjà à peu près programmé la trajectoire par rapport au noyau de la comète en fonction de ces 2 scénarios possibles jusqu'au mois de mai prochain, quoi. On est obligé de programmer à l'avance et après ça, bon, bah, s'il y a besoin de faire une intervention de dernière minute parce que la comète explose, bah,